Bonjour mesdames, messieurs, et j'ai l'honneur de vous présenter la dernière intervention de la journée et en fait la dernière intervention de la 3e conférence internationale de l'histoire de la franc-maçonnerie. Et le professeur Dominique Jardin, il va nous parler de l'iconographie des Socrates en France. Il est l'auteur de la tradition des francs-maçons et des voyages dans les tableaux de loge. Alors, professeur Jardin. Merci bien. Je ne suis plus professeur. Je suis modeste retraité depuis quelques semaines, quelques mois plutôt, ce qui me permet de passer encore un peu plus de temps à essayer de décrypter les tableaux de loge. Alors, je vous remercie d'être là ce soir, puisqu'en fait, c'est un peu la dernière conférence. Et le présentateur vient de me dire que j'avais tout le temps que je voulais. Alors là, vous êtes mal parti, hein, parce que c'était vraiment le mot à pas dire. Donc, en fait, je vais essayer de ne pas abuser de votre patience, d'autant plus que je crois qu'il y a un cocktail après. Mais en revanche, j'en garde un peu sous le coude s'il y a des questions pour essayer de répondre à ces questions. Ce que je vais essayer de vous présenter ce soir, c'est un proto-tuileur, en tout cas, c'est ainsi que je l'interprète. C'est un des premiers tuileurs aquarellés avec 80 planches. J'ai ici le dernier exemplaire que je destine aux frères australiens. Il n'était pas prévu, mais j'ai donné le dernier exemplaire à Neil Wines Morses. Et j'ai eu, à coup de, j'allais dire, au forceps, 10 exemplaires tirés en numérique avant le tirage qui va avoir lieu à partir du 6-7 juillet. Donc, tous les exemplaires ont été confiés à des, notamment, frères américains. Alors, ce qui se passe, c'est que je voudrais d'abord remercier, à travers la publication de ce manuscrit, bien sûr, ceux qui ont participé très concrètement, Bernard Renaud de la Favrie qui a cru jusqu'au bout, même si ça a été un peu dur à la fin, et puis aussi les détenteurs de ce manuscrit, c'est-à-dire le grand maître de la Grande Loge nationale française, qui est le représentant aux affaires culturelles de l'obédience, Jean-François Variot, qui a accepté de confier, j'allais dire, à un hérétique la publication de ce genre de manuscrit, remercier François Gessmann et Marc-Henri Cassagne, qui sont les conservateurs de la bibliothèque de la GLUA et qui m'ont donné tous les feux verts. Et vraiment, j'ai bénéficié de leur confiance totale et je leur en sais gré vraiment absolument. Je remercie aussi, j'allais dire presque toutes les obédiences, Colette Léger, à travers le rite français, notamment la publication remarquable des 81 grades qui firent le rite français, notamment l'Arche du 5e ordre, a accepté de mutualiser tout ce qu'elle avait récolté comme rituel. Et je pense qu'on ne peut pas bien comprendre ce tuileur si on n'a pas à l'esprit, en tout cas sous le nez, tous les rituels qu'elle a transcrits avec énormément de travail, de science et de savoir. Donc, rite français, les différentes juridictions, il y a ce proto-tuileur, il est représenté, vous allez le voir, dans les planches de la bibliothèque André Doré. Donc, Jacques Oréfis, avec une très grande élégance, a accepté que les planches, toutes les planches de la bibliothèque André Doré concernant ce proto-tuileur soient publiées également dans cet ouvrage. Donc, vous voyez, la GLUA avec lesquelles, alors là ce serait le comble de l'hérétisme, eh bien, a accepté de me communiquer tout le manuscrit de la GLUA qui est aussi une occurrence de ce proto-tuileur. Donc vous voyez qu'en fait, cet exercice, encore à mes yeux un petit peu trop rare, consiste à mutualiser des efforts au service du patrimoine maçonnique global. Et vraiment, je remercie tous ceux et toutes celles qui ont contribué à cet effort, parce que ça demande quand même un petit peu de volonté. Et c'est vrai que je ne me rendais pas compte au départ qu'il y avait quand même des difficultés à surmonter. Et vraiment, je suis très heureux. En plus, je vous informe qu'à ma demande, Jean-François Variot a accepté que Marc-Henri Cassagne, qui doit se cacher dans l'ombre, parce que moi j'ai la lumière en plein nez, qui est là-bas, vienne avec le manuscrit original de la bibliothèque de la Grande Loge nationale française. Par conséquent, ce manuscrit, vous pourrez le consulter à la fin de ma présentation. L'original, c'est un peu comme à la BNF, lorsque vous avez pu voir le Réjus ou quand vous avez pu voir le Franken.
pour moi, c'est du même type d'émotion. Par conséquent, je suis très heureux de pouvoir vous présenter un petit peu les choses. Alors, pour ne pas abuser de votre temps, les traductions, les tentatives de traduction anglaise sont du fait de mon épouse cette nuit. Donc ça a été un peu la nuit dernière, puisqu'en fait, quand je me suis rendu compte que la présentation de jeudi n'était pas traduite et que ça prenait pas mal de temps de la retraduire, eh bien, elle a dit « je vais essayer ». Et donc j'y rends hommage à ce niveau-là. Je vous présente d'abord le manuscrit globalement, c'est multiple, c'est-à-dire en fait j'ai recensé jusqu'à 5 manuscrits, parce qu'il y a un manuscrit dont je n'ai pas retrouvé de trace, qui a été mis en vente en Allemagne il y a quelques années, qui a été repéré par Jean-Bernard Lévy dans son travail sur le rite de Clermont en 33 grades. Il a donné toute la liste des grades, c'est exactement la même liste, le même titre, mais je n'ai pas retrouvé de trace de ce manuscrit et j'espère que le collectionneur qui a acheté ce magnifique manuscrit pourrait éventuellement se manifester. Donc, j'ai pris un plan très très simple et pas forcément le plus académique. D'une part, en classant les grades qui nous sont connus et très souvent encore pratiqués dans le cadre du RE2A. Attention, nous sommes dans les histoires de grades et pas de rites. Donc, on est en amont des rites. Mais ça va servir un petit peu de prototype de ce qui va devenir après des grades institués dans le cadre des rites. Puis un conservatoire de grades disparus ou inconnus ou intermédiaires, tellement intermédiaires que plus personne n'en parle, mais qui sont justement très souvent collectés dans l'arche du 5e ordre. Et c'est vrai que le rite français, à ce niveau-là, a été, j'allais dire, un conservatoire remarquable. C'est une bibliothèque complète et ça milite encore sur le fait qu'il ne faut pas étanchéifier ni essentialiser ni les rites, ni les grades, ni les obédiences. C'est par la mutualisation des efforts, c'est par le fait d'avoir la curiosité d'aller voir ce que font les voisins ou les cousins, ou en tout cas les frères, et bien sûr les sœurs, qu'on peut accéder à une connaissance sereine, posée, des différentes occurrences et de la manière dont le système peut fonctionner ensemble. Un conservatoire de rites disparus ou inconnus, et puis enfin, quelques éléments de typologie de motifs symboliques plus ou moins particuliers, du type de ceux, par exemple, d'un véritable bestiaire, des hauts grades, etc. Alors voici comment j'ai travaillé. D'abord, identifier les sources. Le manuscrit GLNF, il est donc là, au centre. Il s'intitule « Le précis des 8 premiers grades ». C'est peut-être pour ça qu'il n'attire pas trop l'attention, parce que 8 premiers grades, on dit, bon, c'est pas énorme. En fait, il y a des dizaines de grades. Par conséquent, ça change de dimension. Et puis, voici le manuscrit de la GLUA. Vous allez voir que c'est le même tout en étant un autre, comme on dit quelquefois. Les sources, les manuscrits de la BNF. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure les ressources de la BNF, dont les droits ont été achetés par les éditions d'Hervy. Mais auparavant, Colette m'avait très gentiment prêté les planches iconographiques qu'elle avait publiées dans les 81 grades, les rituels, puisque ce manuscrit GLNF pompe dans des rituels institués ou dans des rituels écrits, et puis les images notamment, puisque j'ai l'habitude de considérer que les images, et notamment celles des tableaux de loge, sont également des documents sources. Donc, à la suite de cela, eh bien, il y a les planches, donc le manuscrit de la GLUA, puis les planches de la bibliothèque André Doré, qui, elles, n'ont pas eu le temps de recevoir leur légende. Et notamment ce manuscrit de la GLNF comme celui de la GLUA permettent d'identifier à coup sûr des tableaux ou des bijoux qui, sans cela, seraient restés à peu près dans un brouillard plus ou moins épais. Et alors j'en prends pour preuve, on va le voir tout à l'heure, la planche dite de la porte aux larmiers, qui a été, si vous avez votre mémoire de quelques années, la jaquette de couverture du dictionnaire de la franc-maçonnerie publié par Daniel Ligou. Et à l'époque, l'intitulé, c'était porte aux larmiers. Et déjà, dans mon DEA en 2003, eh bien, j'avais dit, c'est pas la porte aux larmiers, ça veut tout dire et rien dire. Ce sont des gouttes de sang, déjà, pas des larmes. On compte les gouttes et on a la batterie du grade. Et effectivement, ça permet de voir qu'il s'agit de ce qu'on appelle aujourd'hui le 6e grade. J'emploie les nombres
des grades pour aller vite, mais en fait, bien sûr, il faudrait donner les intitulés, mais les intitulés sont flottants. Les intitulés sous des appellations contrôlées variées, eh bien, on va retrouver un grade tout à fait différent. Alors voici, vous voyez, le frontispice, le deuxième frontispice du manuscrit de la GLNF, sans titre, et puis voici le manuscrit de la GLUA, qui donne le titre, précisément. Par conséquent, vous voyez que les manuscrits s'emboîtent les uns dans les autres, et pour avoir une lecture globale, eh bien, il faut les mobiliser les uns et les autres et les faire fonctionner ensemble. Donc, c'est tout le but de l'exercice, et c'est pour cela que ça nécessite de réunir ce qui est épars. Donc, voici les planches qui avaient déjà attiré mon attention, mais vous voyez que dès 1981, il y avait eu un article de René Desaguliers dans le numéro 48 de Renaissance traditionnelle qui reprenait le dessin de Jones, et Jones disait, en fait, on peut dater cette planche des années 1760. Très probablement, cette planche, elle est plutôt des années 1780-85. Mais bon, on va pas. Là, il y a tout le débat qui est mené dans le livre. Voici le manuscrit BNF, qui est le prototype, bien sûr, le manuscrit GLNF et la planche de la bibliothèque André Doré. Vous voyez bien que les 4 occurrences fonctionnent ensemble et se répondent. J'ai dû en louper un. Voici, pour chaque grade, puisqu'il s'agit d'un proto-tuileur, il y a à chaque fois, et je ne parle que peu des textes, parce que visuellement, c'est vrai qu'en plus, je devrais faire des zooms considérables, mais là, dans l'ouvrage, vous aurez tous les textes, bien sûr. Tout le document a été scanné, avec notamment le scan angulaire que détient le GODF. Et là aussi, la Grande Loge nationale française a accepté de confier le manuscrit à Pierre pour qu'il les scanne avec ce fameux scan angulaire, ce qui fait qu'on n'ouvre pas trop le manuscrit. Nous, on avait fait 25 tentatives avec photographes professionnels, etc., et qui n'avaient pas abouti à ce résultat. Là, vous avez des scans parfaits, mais à chaque fois, vous voyez qu'il y a tout un texte dont il y aurait beaucoup à dire. Le texte est beaucoup moins chargé symboliquement et de signification en général que les planches. J'allais dire que le texte est décevant par rapport aux planches. Mais on trouve, notamment avec les manuscrits des 81 grades, eh bien les originaux des textes. Là, comme tout tuileur, c'est un compact. C'est-à-dire qu'on va donner le nucléus, comme pour reprendre l'expression de Roger Daché, le nucléus des mots, grades et attouchements, le décor de la loge, la couleur des tentures, la batterie, etc., etc. Tout y est. Le vêtement, le tablier, bon, tout est dans la planche de présentation du grade. Puis vient le bijou du grade, et donc vous avez une collection fantastique de bijoux qui accompagnent chacun des grades, puis la description du tableau, et quelquefois cette description, elle est un petit peu délirante, il faut dire les choses clairement, et puis le tableau lui-même, avec des tableaux complètement inédits, des tableaux que vraiment j'ai découverts, et je pense que vous en découvrirez certains aussi. Donc voilà comment, pour chaque grade, eh bien, il va y avoir... Alors pour quelques-uns, il y a un petit discours historique. Mais ce discours historique, il est toujours un petit peu croupion. C'est quand même un tuileur et il ne va pas s'embarrasser de détails. On va à l'essentiel, mais on donne les codes, les clés pour bien comprendre le grade en question. Alors voici les fameuses planches de la bibliothèque André Doré. Donc vous voyez, il y en a par exemple qui s'identifient assez bien, le maître irlandais. Sauf que là, tableau de loge et bijoux de chevalier du lion, lion avec un Y. D'accord, on voit bien le lion. Sauf que ce bijou, ça va être aussi le bijou du 31e du RE2A, du futur 31e du RE2A, donc du Grand Inquisiteur. Que vient faire le lion comme bijou du Grand Inquisiteur? Donc vous voyez, il y a des tas de fonctionnements un petit peu étranges, et c'est l'étude un peu croisée de l'iconographie et des textes qui permet parfois de rétablir la réalité des faits. Donc voici quelques exemples de grades connus. Alors j'ai mis, mais alors c'est pareil, je reprends les intitulés du tuileur, mais quand j'ai dit degré, grade du futur RE2A, c'est quelquefois dans les intitulés sujet à la caution. Je vais vite et un petit peu, je simplifie. Mais vous voyez que ça en fait quand même pas mal de grades qu'on va retrouver sous des modalités variées plus tard. En tout cas, on peut s'interroger sur la manière dont les choses vont se transformer petit à petit.
Alors voici quelques... Alors j'essaie de montrer des exemples très différenciés. Voici par exemple comment le tableau va zoomer un motif essentiel du grade. Vous voyez que ce n'est pas une partie essentielle, une partie du tableau. En fait, j'ai un pointeur. Enfin, vous comprenez ce dont je parle, si cet engin veut bien marcher. Là, vous voyez bien le cadre du tableau. C'est-à-dire que le tableau de loge, eh bien... Ouais, voilà. Donc, on est d'accord, hein, les colonnes croisées, vous voyez qu'il manque les triangles. Mais il y a les 4 cercles, les 4 carrés, etc. Bon, on en a parlé aussi ce matin et hier. Donc, voici un autre exemple de tableau, dans des types, la fameuse porte au larmier, hein, et en fait, le manuscrit recopie et confond temple et palais de Salomon. Alors qu'en fait, il s'agit du palais de Salomon. Et vous voyez bien, alors je ne parle pas du mausolée, de ça, bon, le commentaire symbolique, vous le trouverez. Pardon, c'est mieux ? Entendu, merci. Donc vous retrouvez le mausolée, hein, vous retrouvez beaucoup de choses. Je ne vais pas faire un commentaire symbolique de ces tableaux. Là, il s'agit de les donner à voir et donner envie de creuser les choses à travers, bien sûr, l'iconographie. Donc vous voyez que ça permet des identifications. Voici le manuscrit de la BNF. Donc vous voyez bien que c'est du coupé-collé. Hein, c'est vraiment le dessin, mais il y a aussi tout le texte. Et le texte, lui aussi, est coupé-collé, y compris avec les erreurs. Et les erreurs se reproduisent dans le manuscrit de la Glua. Et quelquefois, le manuscrit de la Glua dit « Ah non, ils se sont trompés. Là, il y a un problème. » Enfin, il ne dit pas « il », sous-entendu celui de la GLNF, parce qu'on ne sait pas si la Glua a connu la GLNF. Mais on dit « Le texte a une erreur ». Et hop, ils rétablissent, ils mettent une note. Je ne sais plus si je l'ai mise là. En tout cas, je l'ai mis dans l'ouvrage, bien sûr. Voici le tableau d'élu de l'inconnu, avec tout ce splendide environnement. On retrouve ici, bien sûr, le chien. Vous voyez bon, le buisson et puis l'arc-en-ciel, la batterie. Vous la voyez ici, hein, toujours sous forme de gouttes de sang. Ça, c'est une constante. Hein. Bon. Donc, vous avez des tas d'éléments qui, selon les grades, alors après, on peut, j'allais dire, oui, mais c'est pas, c'est le premier ordre, c'est pas le, pardon, on peut dire c'est le premier ordre, c'est pas le 9e grade du futur RE2A, bien évidemment que les mêmes occurrences iconographiques vont être réutilisées dans les différents systèmes maçonniques. C'est pour cela qu'on est, j'allais dire, dans l'histoire patrimoniale et que chaque rite a à y trouver son compte. Donc voici le futur grand maître architecte. Vous voyez en même temps l'équilibre de la composition. Vous voyez comment les larmes répondent aux étoiles, comment sont disposés sur les petites tables les fameux instruments mathématiques. Bref, il y a tout un commentaire à faire au plan symbolique. Regardez ce splendide tableau du 15e grade où vous avez toute la scénographie du grade, le passage du pont. Alors bien sûr, selon les rites ensuite, eh bien, il va y avoir des zooms d'opérés en disant pour nous, tel rite, eh bien, c'est l'entrevue de Cyrus ou le rêve de Cyrus qui va être fondamental. Et là, on voit Cyrus quand il a rêvé des animaux sauvages. Et puis d'autres rites vont dire non, non, pour nous, c'est le passage du pont le plus important. Donc, bien sûr, là, le pont, il n'est pas considérable. Et puis d'autres vont dire, et ça va quelquefois devenir un autre degré, non, ce qui compte, c'est l'arrivée à Jérusalem et la reconstruction du temple, une épée dans une main, la truelle dans l'autre, etc., etc. Donc, vous voyez comment, en même temps, cette fraîcheur des couleurs, ce côté vivant, toute cette scénographie qui est rendue par le même tableau, je trouve ça tout à fait extraordinaire. Et vous allez voir, si j'ai pensé à le mettre, le tableau de Chevalier du Soleil. Alors, regardez ici les tableaux de Rose-Croix. Premier appartement, on dit le grade à l'origine n'est pas chrétien. Tu parles. Hein, il est complètement, là, c'est vraiment complètement explicite. Des tableaux qui ont disparu des rituels. Regardez les enfers. Il y a quand même dans plusieurs tableaux de loge la représentation des enfers. Ici, elle est particulièrement explicite. Bon, vous avez ici le deuxième appartement avec 6 personnages qui entourent la résurrection du Christ. C'est explicitement, bien sûr, la résurrection du Christ. Et puis, cette occurrence très rare dont on parlait tout à l'heure, la scène.
Vous voyez comment vous avez cette cérémonie de la scène avec le signe, le contre-signe, vous voyez tout le... Enfin bref, je ne vais pas vous commenter le rituel, mais ce sont des occurrences extrêmes. Alors qu'en revanche, vous voyez tout en haut, ce n'est pas du tout un sacrifice d'agneau, ici. Bon. Bref, il y a tout un commentaire à développer. Un autre tableau, je vais vite parce que celui-ci vous le connaissez sans doute davantage, avec donc la légende du Grade qui va se manifester à travers la cité sainte qui écrase Babylone. Ici, le tableau de chevalier d'Occident. Alors là, c'est intéressant parce que vous voyez tous ces chiffres dont on prétend que ce sont des chiffres, dit le rituel, chiffres écrits, dit le tueur, et en fait, on s'aperçoit que ce sont les, comment dirais-je, le texte, ce sont les lettres déformées du tétradrachme. Donc, si vous voulez, là, il faut comparer, bien sûr, et les iconographies et les occurrences pour y voir un peu plus clair. Regardez ce tableau d'élu suprême, incroyable, avec ce vaisseau. Alors le commentaire, je vous lis quand même, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Le commentaire, c'est « Le lion et le bouc nous représentent l'égarement et l'inconduite de plusieurs frères ». Oui, comme commentaire symbolique, c'est un peu light. Le dauphin et le vaisseau représentent les frères qui s'éloignent du châtiment que mérite leur abomination. Bon, de qui se moque-t-on, Donc vous voyez que par rapport à l'élu suprême tel qu'il est connu par d'autres rituels, c'est une douce plaisanterie. Mais en revanche, il y a quand même une iconographie. Entre parenthèses, le globe va être le bijou du Grade. Donc ce tableau-là, s'il est sec comme cela, on n'arrive pas... Enfin, moi, j'arrivais pas à l'identifier comme tableau de l'élu suprême. Parce que par rapport aux différentes perspectives empilées, je vous rappelle à l'origine, et ça va devenir le 24e grade du RE2A, en fait c'est un rituel d'exorcisme. Salomon a sacrifié aux idoles, il faut rétablir la pureté du temple, etc. etc. On en est loin, Si, il y a le tabernacle, là, d'accord. Et puis la petite maison dans laquelle doivent se retirer les maçons au lieu de bavarder, pour ne pas disperser les secrets, etc. Donc, vous voyez, le rituel, le texte de ce tueur, il est... Alors, les mots, les signes, les attouchements, tout cela, c'est très précieux, c'est nickel chrome, bien calé, efficace. Les commentaires adjacents, il y a tous les styles. Mais en même temps, je veux dire, ça peut faire sourire, mais en même temps, ça prouve que la fraîcheur, j'allais dire, et le côté brut de décoffrage des commentaires répond, j'allais dire, à la fraîcheur des couleurs. Voici le tableau de souverain commandeur du temple, alors très classique puisqu'il a été pendant des années exposé au musée de la maçonnerie, avec non pas le signe du Mercure, mais le signe de Mars. Et pourtant on dit que c'est la planète du Messie. Donc vous voyez des petits contresens, des petits faux sens, des éléments comme ça qui ne sont pas bien calés. Regardez ce tableau extraordinaire de Chevalier du Soleil. Vous avez un foisonnement, j'ai compté 17 visages, 6 anges, plus, vous voyez, le personnage qui est allongé là, avec le lion dans sa caverne. Cette omniprésence du lion dans le tueur, qu'on va retrouver dans le frontispice également. Donc, si vous voulez, ce sont des tableaux complètement inédits, ceux-là, qui vraiment méritent beaucoup d'attention et d'études. Tableau très rare du 31e grade du futur RE2A. Là aussi, il complète le rituel. On lit le rituel autrement quand on a ce tableau sous les yeux. C'est-à-dire qu'à un moment, eh bien, ce grand inquisiteur, c'est un grade récapitulatif. Et donc, eh bien, on enchaîne les 10 principaux grades. Et vous voyez, en même temps, à chaque fois, on scande avec des croix. Vous voyez l'emboîtement des tapis, vous voyez le J et E, la balance, enfin bref, il y a tout un commentaire symbolique. Regardez, grand inquisiteur, le voilà notre bijou au lion. Donc au début, j'ai dit, bon, ils se sont trompés de page, parce que j'ai dû reclasser quand même des pages qui n'étaient pas tout à fait dans l'ordre, etc. Mais, ou alors, je les laisse dans l'ordre, et dans l'ordre du dit manuscrit, mais je signale que c'est à tel endroit ou autre. Sauf par exemple pour le Rossois, où c'est éclaté un peu dans les 3 angles ou les 4 angles du manuscrit, ce qui devient un peu plus compliqué, donc j'ai tout regroupé, mais en le disant. Vous voyez, bijou du grand inquisiteur, c'est-à-dire que c'est le lion
à la massue, donc c'est le lion de Némée, donc le maçon est un nouvel Hercule. Enfin, vous voyez comment on va s'approprier des éléments empruntés au corpus de l'Antiquité. Un conservatoire de grades disparus. Alors là, je vais aller assez vite, mais on va quelquefois être dans l'exotisme le plus total. Les grades dits alchimiques. Alors tout cela, on peut discuter. Hein. Ça demande une approche beaucoup plus fine que celle que je vous livre ce soir. Et puis il y a des chevaliers du soleil. C'est à la fois dans les héros des arts, c'est à la fois, bien sûr, dans l'art du 5e ordre, c'est à la fois dans les grades alchimiques. Bon, vous savez que c'est à manier. Mais voici le tableau de loge de Chevalier du Soleil qui reprend texto les plus secrets mystères de Bérage. Entre parenthèses, ça permet de dater le manuscrit, hein, c'est-à-dire qu'il est au moins postérieur à 1766. Vous voyez que le frontispice, il est quand même très clairement... Regardez le tableau de Sublime Philosophe, il est pompé complètement dans, je te dis, l'étoile flamboyante. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a identifié la source, il faut retrouver la source des sources. C'est-à-dire que, je te dis, lui, il ne l'a pas inventé. Il a été le piqué dans l'Azote de Basile Valentin, qui lui-même l'avait pris dans des manuscrits alchimiques. Puis plus tard, ça a servi au Rose-Croix d'Or. Bon, vous voyez toutes les occurrences, toutes les déclinaisons, comme aussitôt qu'on cramponne un élément, on peut tirer tous les chevaux. Voici des motifs inédits. Le tableau de Chevalier du Phénix. Bon, on en connaît plusieurs occurrences. Je vous montre celle-ci, parce que là, vous avez... C'est vraiment fondamental, la materia prima et la figure dans laquelle, dit le Tuileur, se trouve l'antimoine. Et la légende qui est autour ici, le riche me possède, le pauvre peut m'avoir. Bon, je passe sur les autres lettres parce que ça va nous entraîner un peu loin. Suite. Regardez, manuscrit GLNF, ce qu'on vient de dire. Manuscrit Bibliothèque André Doré, pas de texte, rien. Et puis, un autre manuscrit de la collection Claude Gagne, 1760. Et là, le pauvre peut m'avoir. L'homme... Alors, attendez, ça commence là. L'homme veut que je l'aide. J'ai beaucoup de pouvoir. Le pauvre peut m'avoir. La sagesse me garde. Me possède, pardon. La sagesse me possède. Signification complètement différente. Hein, vous comprenez comment... on va transmuter, c'est le cas de le dire, une signification en une autre avec, simplement, il faut avoir les trois occurrences pour commencer à y voir clair. Vous me donnez encore quelques minutes ? Quelques petites minutes ? Regardez, motif inédit. La materia prima enchaînée devient le coupable puni. À l'origine, c'est la matière, c'est justement le même thème dans le Chevalier de l'Aigle Noir que celui de la materia prima. Et là, le cœur immolé nous fait rappeler nos premiers engagements. C'est un peu léger quand même, hein, comme vous voyez un peu les... Bon. Les gradins inconnus ou disparus. Alors là, il y en a toute une... on va en voir seulement quelques-uns. L'illustre, avec les lettres du bijou. Et regardez cette scène sacrificielle, le sacrifice d'Abraham. Donc, regardez un peu dans la bibliothèque André Doré, dans le manuscrit GLNF, la manière dont sont traités. Vous voyez bien que c'est copié, mais en même temps, c'est différent. Vous voyez les flammes du réchaud. Il y a des tas de détails qui montrent que dans la manière dont c'est aquarellé, très souvent directement aquarellé, pratiquement pas dessiné, hein, les choses vont varier. Ici, le grade de sublime choix, avec cette étoile au centre, dont on n'arrive pas à décrypter les signes. En fait, la signification des signes, là, de l'étoile, qui sont repris dans le bijou. Et voici, manuscrit GLNF, manuscrit Glua. Vous voyez que le signe central n'est pas le même. Il faut aller les chercher dans les rituels Bon Seigneur. Et là, vous allez avoir les lettres dites kabbalistiques par le Tuileur, qui sont E-L-M-A-I, Éternel, Lévi, Moïse, Aaron, Israël. Donc il y a tout un jeu de mots comme ça. Mais là encore, ce sont les manuscrits complets décryptés par Colette dans les 81 grades qui firent le rite français, qui permettent, avec d'autres rituels comme les rituels Bon Seigneur, etc., de lire correctement. Parce que sinon, effectivement, c'est du kabbalistique au sens
incompréhensible du terme. Regardez ce tableau de grand élu avec les initiales des traites qui sont jetées dans le feu. Hein. Et vous retrouvez, regardez, BG Bertrand de Goth, donc bien sûr les assassins de Jacques de Molay, et puis Philippe le Bel. Donc vous voyez, bon, il y a tout un ensemble de tableaux de loge comme ça qui sont sédimentés et qu'on retrouve dans certaines échelles de grade, mais pas dans toutes. Et celle-ci est particulièrement précieuse parce qu'elle est à peu près complète pour l'époque et en tout cas avec des grilles interprétatives. Le tableau de l'initié dans les mystères, sauf que initié dans les mystères, c'est différent de initié dans les profonds mystères. Et les éléments donnés par le tueur sont différents de ceux donnés dans le grade tel qu'il est présenté par Colette. Idem pour le tableau du vrai maçon. Le vrai maçon, Thierry Zarcone l'a bien étudié et le grade qu'il a étudié dans le Sud-Est est différent à la fois du vrai maçon au chevalier de l'Iris de Stoudy et de ce vrai maçon-là. Et vous voyez les sentences, heureux ceux qui parlent peu, il va être temps que je me taise, aimons ceux qui ne disent rien, la lumière accordée au juste. Donc vous voyez le phylactère, la gestion de la parole, mais en même temps, j'allais dire, les significations un petit peu limitées des grades au plan ou initiatico-ésotérique, etc. Je termine par les antipodiens. Alors ça, c'est un grade terra incognita, c'est le cas de le dire. Ça peut faire penser à la circulaire aux deux hémisphères, puisque vous avez l'idée, et c'est Umberto Eco qui montre comment les antipodiens marchent, mais ne tombent pas en bas, puisqu'ils sont au pôle inférieur. Mais vous voyez, alors il y a des fusils, il y a le nec plus ultra, ici. Donc, vous voyez, c'est un grade polymorphe sur l'autel, entre parenthèses, la flèche. Bon, enfin, il y a tout un commentaire à faire que j'essaie de développer un petit peu, mais il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire. Je termine par une typologie très rapide du mobilier du temple, de l'arche sainte de l'Ancien Testament à l'autel du Nouveau et à la table basse du XVIIIe, le bestiaire des hauts grades. Bon, je vais vite. Vous voyez beaucoup d'autels qui sont en fait l'Arche d'Alliance dans différents grades, et notamment dans les grades, les premiers hauts grades, les premières séries, il y a beaucoup d'Arches d'Alliance, systématiquement. Puis, vous voyez ensuite, c'est un autel, j'allais dire à la chrétienne, qui se substitue à l'Arche d'Alliance. Quelquefois, il y a des allers-retours, mais quand même, la tendance lourde, elle est là, avec l'apparition de plus en plus fréquente de croix. Alors, avec toute une typologie, je n'ai pas voulu mettre toute la typologie des croix, mais il y a des croix de toutes sortes. Des croix des 8 béatitudes, des croix dites templières, des croix dites... Bon, il y a toute la typologie, exactement comme sur les monnaies féodales médiévales, où vous avez tous les types de croix. Regardez les petites tables. Toutes ces petites tablettes qui sont construites, c'est le même tueur de la même manière, mais vous voyez qu'il y en a qui vont sacrifier, qui vont porter les objets sacrificiels, d'autres qui vont rien porter du tout, mais vont porter aussi les registres, hein, comme au 31e, le chevalier architecte, les instruments mathématiques, sublime choix, ça va carrément être les tables de la loi, mais avec une paire de ciseaux, hein, bon, vous voyez le genre. Un véritable bestiaire. L'aigle noir, l'élu suprême, on les retrouve nos bestioles, le bouc, le coq, le lion, le chien, le mouton, en veux-tu, en voilà, la ménagerie des hauts grades. Voici le chevalier du lion, multiples occurrences dans le manuscrit, bien sûr le pélican. Les bijoux, alors, à travers les bijoux, on a des collections d'outils, des collections d'armes, des collections de croix, des collections de mobilier du temple. On a tout ce qu'on veut. Hein, c'est-à-dire que ça donne à la fois une idée de la plasticité de l'iconographie et puis aussi de sa richesse et de sa polyvalence. Conclusion. Selon moi, le tueur appartient au patrimoine maçonnique et échappe aux contingences des appartenances. Je pense que c'est un bien commun, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde est à même de s'intéresser à ce genre de manuscrits. Plusieurs obédiences détiennent une parcelle du même patrimoine, et là c'est une tentative de réunir ce qui était part. Et deuxième aspect de la conclusion, seule la mutualisation, en tout cas au service de l'histoire, mais l'histoire elle-même est au service d'une réflexion symbolique, permet le croisement des regards qui peut induire de la sérénité
dans la comparaison, aussi, j'allais dire, des formes de lutte contre les essentialismes qui, en maçonnerie, sont toujours un petit peu au coin de la rue. Et puis, ça prouve que les maçons empruntent pour construire autre chose, des rituels, des tuileurs, et que ces constructions donc sont réalisées à partir d'emprunts. Par conséquent, ce tuileur, c'est une pierre qui est mise au service de l'étude des grades dits intermédiaires, de leurs sources et du patrimoine maçonnique dans son ensemble. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Quelqu'un veut demander quelque chose au professeur Jardin? Je ne vois pas. Ah oui. Alors, il ne faut pas qu'une belle présentation comme ça reste sans questions et sans commentaires. Donc, j'y vois la porte pour mettre mon commentaire. Et Dominique connaît mon analyse de ces manuscrits. Si on voit ces petites imperfections, ces erreurs, etc., c'est à mon avis, il faut aller au statut de ces manuscrits. Et s'il y en a 4, aujourd'hui, 200 ans après, c'est qu'il y en a peut-être eu 5, 6, 7. Et pour moi, c'est un exemple de quelque chose qui a dû exister, mais qu'on a un peu oublié, qui sont des sortes d'éditions manuscrites. C'est-à-dire c'est des recueils très beaux. Ce qui frappe d'abord, c'est la beauté et la couleur, fait par des maçons ou par des enlumineurs, pour des maçons riches, qui avaient des sous, ou en tout cas qui étaient disposés à en consacrer à ce genre de choses. Et donc, finalement, ce qui compte, c'est l'esthétique générale. Et finalement, c'est un peu un recueil, un digest, voire un petit bazar, en quelque sorte, des grades. Et alors, on sait qu'il y a une sorte, une psychologie maçonnique où il y a une fringale des grades, donc tous ces grades. Alors, naturellement, il y a des choses qui sont imparfaites, mais il y a des tas de choses qui sont très intéressantes. Et ce manuscrit-là, qui est probablement 18e, mais par exemple, quelque chose qui est très connu, qui est la maçonnerie des hommes, là, la collection que nous a montré François et qui est au Grand Orient des Pays-Bas, ce sont des multiples, c'est-à-dire, et on a une petite trace de ça dans une correspondance du frère Abraham sous le Premier Empire, qui correspond avec un notaire de province, et c'est un notaire passionné par l'initiation, et qui lui dit, mais où en est le manuscrit avec les dessins que vous devez m'envoyer? Et puis il y a un troisième exemple, donc il y a la maçonnerie des hommes, il y a ça, et il y a un recueil dont nous avons à la Bibliothèque du Grand Orient un exemplaire, qui est très beau, sur Eredom de Kilwinning, qui a probablement été fait par des élèves d'Isabey, parce qu'on en connaît plusieurs exemplaires. Voilà. Donc ce sont des sortes d'éditions manuscrites pour des maçons passionnés par ça. Et alors je ne veux pas dire que c'est des produits commerciaux, mais c'est presque ça. Alors naturellement, c'est quand même très intéressant. Merci. Ah, de ce côté-là. Oui, cette très intéressante présentation de Dominique appelle pour moi une remarque et une question. La remarque, c'est que on voit bien qu'à la fin du XVIIIe siècle, avant la Révolution, avant le travail qui va être accompli notamment par le Grand Orient de France ou par le Grand Chapitre général, avant qu'il y ait un système qui va venir des États-Unis, même si la source est française, la source lointaine est française, et qui sera le rite écossais ancien et accepté, il y a en France le patrimoine qui est resté, et qui est là, et qui est au fond ce qu'on pourrait appeler le patrimoine des grades écossais en France au XVIIIe siècle. Et ce patrimoine-là, il n'était pas parti aux États-Unis, il est toujours resté en France, et il a continué à servir à la pratique maçonnique. Sauf qu'on n'est pas dans un rite à numéros, où on a ordonné les grades d'une certaine manière, où on leur a donné une étiquette définitive. On a l'impression qu'on est là dans un monde extrêmement vivant, où un patrimoine de grades dans lequel on se servait comme on avait envie de se servir, et que la vraie vie maçonnique française du XVIIIe siècle, elle n'est pas dans un système rigide et numéroté, mais dans ce système, on a parlé de la ménagerie, mais on pourrait parler au fond d'une plantation de grades, d'un jardin dans lequel on se servait. Et quand on voit ces images-là, c'est assez frappant. Alors la question, c'est la suivante. Tu as bien noté que dans différentes versions iconographiques, il y a parfois des petites différences d'un tableau à l'autre concernant un même grade. Quand on voit ce genre de différence, on se pose toujours la même question. Est-ce que ça correspond à une vraie différence intentionnelle,
ou est-ce, après tout, une fantaisie de l'artiste, une liberté qu'il a prise ou une erreur qu'il a commise? Alors peut-être qu'une manière de résoudre cette difficulté, c'est quand on a la chance de pouvoir comparer l'image avec un rituel, ce que tu as pu faire dans la plupart des cas. Est-ce que tu as trouvé des occurrences de modifications qui intervenaient dans une ou plusieurs versions et qui étaient en contradiction avec le texte, ce qui permettait de penser que l'erreur était bien dans le tableau et que le texte permettait de rétablir éventuellement cette erreur? Oui, merci pour ces questions. Pour répondre à la remarque de Pierre, effectivement, une des premières séries que Pierre m'avait signalées il y a maintenant bien longtemps, c'était la série de l'Atlas Slavone, dont on connaît plusieurs occurrences à Brno, à La Haye, à Paris, bon, etc. Effectivement, les multiples, on en a là une preuve. Mais le problème, c'est que ces multiples ne vont jamais très très loin. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'ère de la reproductibilité de Walter Benjamin, c'est des multiples 4, 5, bon, 3, 4, 2, et quelquefois un seul. Donc là, il n'y a plus de multiples. Par conséquent, ce qui me frappe, c'est quand même, compte tenu de l'énergie mobilisée, du temps passé, de l'argent dépensé, de tout ce que ça véhicule, le fait qu'il y ait système... Parce qu'on s'est posé la question à partir de l'iconographie. Moi, j'ai posé la question à partir de la calligraphie. Parce que, bien sûr, le manuscrit de la GLNF, c'est de la coulée classique, bien identifiée, etc. Mais le texte de la GLUA, que le conservateur Martin Sherry continue à qualifier de manuscrit, eh bien, est-ce que c'est un véritable manuscrit avec, vous savez, les caractères au plomb de type Garamond et en tout cas, les dessins sont manuscrits. Les dessins aquarellés sont manuscrits. Mais les caractères, on s'est demandé si c'était imprimé, mais le papier est très fin. Quelquefois, on voit vraiment par transparence. Et si ça frappait fort, il resterait une trace. Et Philippe Langlais a dit non, c'est gravé. Parce que lui, il est expert en gravure. Et puis d'autres ont dit non, j'ai interrogé un imprimeur, un peintre, bon, j'ai interrogé un peu tout le monde, j'ai essayé de faire une synthèse et puis j'ai tranché. Finalement, on gardera le mot manuscrit. Mais ça veut dire que les types d'écriture peuvent être très différents, même si les aquarelles sont du même registre. Ce qui prouve aussi que l'essentiel, peut-être pour les auteurs de ce proto-Tuller, eh bien, c'est l'iconographie. C'est un livre d'images. Et là, ça rejoint la question de Pierre, en tout cas ce qu'il dit concernant le fait que c'est un beau livre d'images. Et ça, l'image, ben, c'est une manière de voyager. Hein, les maçons voyagent, et ils voyagent par leur regard dans un tableau de loge, ils voyagent dans tout un univers à la fois onirique, initiatique, symbolique, et qui participe de cette image. Alors pour les légères erreurs, il y a plusieurs types d'erreurs. Il y a les erreurs de fond, c'est-à-dire des contresens. J'en ai relevé plusieurs dans le livre, où le texte du Tuller dit pratiquement le contraire de ce qu'il faudrait dire. Donc là, il part en vrille complètement. Il y a des erreurs de typographie, des fautes d'orthographe, des réclames, c'est-à-dire le premier mot qui est repris en tête de page de la page suivante par rapport au bas de la page, les mots qui sont répétés 2-3 fois alors qu'une fois suffirait. Il y a les erreurs de mots oubliés. Bon, tout cela, ça peut être des erreurs de copistes, j'allais dire. Mais ce qui est plus gênant, c'est quand les erreurs sont reprises. Il y a des erreurs qui sont reprises, y compris quand elles viennent des sources. Et c'est là que c'est intéressant, parce que ça veut dire que les auteurs du manuscrit GLNF ont connu les occurrences de la BNF. Parce qu'il y a des éléments qui sont repris texto. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas du tout repris, qui sont corrigés. Et puis il y a la troisième version, la GLUA, qui dit il ne faudrait pas dire ça. Et qui met son petit cum grano salis en remettant là en bas de page une notice en disant voilà, tel mot ça ne se prononce pas comme ça, etc. Et puis il y a toutes les erreurs liées au mot de passe. C'est-à-dire que si on applique la grille de Berrage pour décrypter les mots de passe, on obtient un résultat. Mais plusieurs mots ont été corrompus.
Alors, on est habitué à cette manière de fonctionner, mais ça veut dire que l'alphabet maçonnique tel qu'il est pratiqué dans sa version, j'allais dire, stricto sensu, est insuffisante pour comprendre les mots. Donc là, il y aurait tout un travail. Bon, le problème, moi, quand j'ai proposé tout cela à l'éditeur, il m'a dit, on ne va pas faire un livre de 1000 pages. Donc je livre des matériaux, là, et j'allais dire, ça devrait être l'objet d'articles, d'une autre publication. Ce sont des matériaux bruts. Alors bien sûr que je commente pour aider à rentrer dans les problématiques, mais je ne peux pas faire le commentaire fouillé où il faudrait vraiment grade par grade y consacrer, reprendre tous les textes, les croiser, reprendre toutes les iconographies et vraiment là faire un travail qui serait solide. À la limite, il faudrait le faire pour les grades les plus méconnus. Mais la priorité, ce serait quand même, quand on voit ce qui se passe et quand on voit les demandes des différentes juridictions de travailler les grades intermédiaires, déjà qu'on se préoccupe de nourrir de matériaux un peu solides les commentaires des grades dits intermédiaires. Parce que sous prétexte que c'est donné par communication, on est quelquefois dans le délire interprétatif largement équivalent à celui du tuteur. Donc, il y a les erreurs formelles, il y a les erreurs, mais il y a plusieurs types d'erreurs. Et rien que le fait de classer ces erreurs, ça en dit long, parce qu'on retrouve des registres complets. Et en même temps, il y a des choses extrêmement précises, des détails extrêmement pointus dans les initiales, dans la manière, et certains ne sont pas tous résolus. Tous les noms jetés dans le feu de l'opprobre et du châtiment éternel, des thématiques complètes comme celle du sacrifice, comme le rôle des Lévites. Enfin, il y a tellement de choses à explorer, à débroussailler et aller voir un peu précisément de quoi il retourne, parce que nous sommes les héritiers de ce patrimoine fantastique, y compris des erreurs. Donc, il faut travailler. Les autres questions? Ouais, je commence par là. Pardon. Oui, merci pour cette démonstration de tout un ensemble d'images, etc. Moi, je voudrais poser une question qui n'est pas celle de l'histoire de ces tableaux ou de l'historicité ou de l'esthétique. Je me posais la question au fur et à mesure que je voyais ça. Est-ce que tu penses que quelque part, la pratique du rituel, puisque les tableaux correspondent à des types de rituels, est-ce que tu penses quelque part que la pratique du rituel amène justement à modifier certains signes, certains codes, certains mots dans les tableaux? Est-ce qu'on peut poser cette hypothèse qui fait que le rituel amène à des modifications de certains tableaux au lieu d'erreurs ou éventuellement de malversations, etc. C'est ma première question. Et la deuxième question, elle est beaucoup plus une question de psychologie intérieure, on va dire, qui se rapporte à toi. Est-ce que cette étude très riche, très longue d'analyse de ces tableaux, qu'on peut comparer, par exemple, dans certaines cultures à des mandalas, est-ce que ces tableaux, cette analyse qui t'a pris un certain nombre d'années, etc., est-ce que ça a amené en toi quelque chose qui a modifié ton regard, quelque part, sur on va dire, un fond diffus de la maçonnerie et une exploration beaucoup plus profonde dans le temps et dans l'espace de la maçonnerie? Merci. Alors, pour répondre à la première question concernant les rituels, la pratique des rituels et de l'iconographie. En fait, je crois qu'il y a une dialectique rituel-iconographie. Et l'iconographie, c'est comme une médaille. Quand Louis Marin parle d'hostie royale à propos de la médaille de Louis XIV, en disant, en fait, c'est sacralisé, mais en même temps, on n'a pas beaucoup de place, donc il faut aller à l'essentiel. Eh bien, le tableau de loge fait du tri sélectif. Quand on voit dans le grade de maître parfait la quadrature, un seul élément. Et puis, dans d'autres grades, chevalier d'Orient, des dizaines d'éléments. Chevalier du Soleil, des dizaines d'éléments. Donc, le tri sélectif, il se fait à géométrie variable. Tantôt, on va zoomer sur des éléments. Tantôt, on va vouloir donner le panorama global. Et ça, c'est un choix. Alors, le problème, c'est est-ce que c'est un choix individuel ou un choix collectif ?
Moi, ce qui m'intéresse, là, j'ai participé récemment à des travaux d'apprentis sur les tableaux de loge, où il y avait les frères de Marseille, c'est paru dans la dernière chaîne d'Union. On a mutualisé les efforts des apprentis de ma loge bleue rénovation à Paris, et puis de la loge Le Phare de la Renaissance à Marseille. Les Marseillais ont dit, nous, on s'occupe de l'icono. Et puis, les apprentis de rénovation à Paris ont dit, nous, on s'occupe des textes. Très bien, puis on croise. Et on s'aperçoit que les zooms faits par les uns ou les autres ne vont pas être équivalents. Mais ce qui est intéressant, c'est de les mutualiser. Sauf que ce zoom opéré, est-ce qu'il est collectif, est-ce qu'il est individuel, est-ce qu'il y a l'expression de l'artiste, quelle est la part du groupe qui a produit le rituel, qui a produit éventuellement le tableau de loge, ou à côté, ou en même temps. Tout cela, c'est extrêmement compliqué, et ça demande à être justement travaillé. Mais je pense que l'erreur, ce serait d'essentialiser et les tableaux et les rituels, et de les prendre... Parce que bien sûr, la rhétorique obédientielle et juridictionnelle, depuis la nuit des temps, c'est on ne touche pas au rituel. Et plus on dit ça, plus on y touche. C'est-à-dire que depuis l'origine, on n'arrête pas d'y toucher, même si le mot d'ordre officiel, c'est pas touche. Donc, et grâce aux historiens, on arrive à retrouver comment le pas touche, pas touche, pas touche, pas touche, eh bien, c'est devenu du touche-touche-touche. Et par conséquent, comment se fabriquent les rituels? Et comment, par moment, on y va à la hache, on enlève des tas de choses, comment on va rebâtir, comment il y a des tas d'éléments là qui vont servir de carrière de matériaux pour reconstruire d'autres grades, pour les moduler, pour les redistribuer, pour les recycler. Donc, c'est un ensemble, mais la vraie cohérence, c'est à chaque maçon ou à chaque groupe de maçons, à chaque époque, dans le cadre de chaque rite, de se l'approprier et de la reconstruire. On décide chacun d'entre nous de qui nous souhaitons être les héritiers. Donc là, c'est un pot commun en quelque sorte. Donc quand tu me demandes ce que ça produit sur moi, déjà j'ai tendance à dire, il y a le côté fascination et le côté distanciation. La méthode historienne, elle consiste à prendre un objet symbolique pour tout sauf à le prendre comme symbolique. Il faut le détricoter, il faut démonter le réveil. Et puis après, on remonte le réveil. Et puis on lui donne des significations, puis on croise ces significations, puis on se l'approprie, puis on peut avoir un discours maçonnico, tout ce que tu veux. Mais au début, c'est un objet d'histoire. Ce sont des motifs, c'est une grammaire symbolique. Est-ce que c'est la même sur les tabliers ou sur les tableaux, comme l'étudiait Philippe tout à l'heure? Donc c'est un objet à s'approprier, à disséquer, à essayer de comprendre. Et après, on peut mettre cette compréhension éventuelle, forcément limitée, mais on essaie. C'est de la parole substituée, j'avais dit à un moment. Le regard historique, c'est un regard substitué. Mais n'empêche que si on n'est pas essentialiste, et à mon avis les maçons sont d'abord des bâtisseurs, eh bien on doit gérer cette substitution et se l'approprier au mieux. Mais je considère que les choses sont ouvertes. Merci. Alors moi, justement, je rebondissais sur ce que disait notre frère Roger Daché. Je suis d'accord pour dire que ces recueils sont un véritable jardin, mais j'ajouterais un jardin à la française, c'est-à-dire bien structuré, bien ordonné, et j'en veux pour preuve la structuration de l'Arche du Cinquième Ordre, en fait, qui les a bien conservés, où on a un ordre tout à fait logique. Alors ma question à notre frère conférencier, c'est est-ce que les trois sources dont il dispose, GLUA, GLNF, Bibliothèque André Doré, présentent les grades dans le même ordre? Et si oui, est-ce que c'est l'ordre de l'Arche du Cinquième Ordre? Alors, une partie de la réponse est simpliste. Pour les planches de la bibliothèque André Doré, comme ce sont des planches dépareillées et en vrac, on construit l'ordre que l'on veut. Par conséquent, il y a un travail de mise en ordre, et cette mise en ordre, elle s'est faite à partir du manuscrit de la GLUA. Du manuscrit, de la GLNF. L'ordre du manuscrit de la GLNF, sauf, je crois, une exception, c'est celui de la GLUA. Et
alors je n'ai pas l'ordre et c'est l'ordre de ton travail sur les 81 grades, mais avec des trous. Puisque toi, tu en as 80, et là, il n'y en a pas 80. Par conséquent, c'est un ordre désordre, disons. Donc, complet désordre pour les planches André Doré, ordre calé rigoureusement Gelinev Glua, intitulé, parce qu'après, il y a les échelles de grade. Et ces échelles de grade par rapport au rite de Clermont ou par rapport à ce que l'on voit à l'époque, c'est calé. Mais nous, ça nous semble un méli-mélo. C'est-à-dire, je veux bien repasser les grades, mais il n'y a pas de doute que le Rosefroid, on ne trouve pas du tout à la place, ou bon, etc. On s'attend, parce qu'on a mentalement notre ordre à nous. Et cet ordre-là, ce n'est pas celui qui est là. Donc, on va, j'allais dire, injecter des grades complètement, qui nous paraissent complètement exotiques ou tératologiques au milieu de cet ordre-là. Mais visiblement, ça faisait sens pour les maçons de l'époque, puisqu'il y en a plusieurs occurrences, et le comte de Clermont, et les rituels Bon Seigneur, les rituels de la maçonnerie des hommes, c'est pareil. Hein, il y a un désordre ordonné. Disons que c'est un ordre qui n'est pas forcément le nôtre. Et c'est pour ça que j'ai essayé de plaquer un ordre pour des raisons méthodologiques de clarté et de facilité, en fait. Mais c'est un ordre qui ne respecte pas l'échelle des grades de l'époque. Hein, donc notre échelle à nous, eh bien, elle doit prendre en compte le fait que pour les maçons de l'époque, de même que des grades qui nous paraissent ou sanglants ou complètement absurdes ou ceci ou cela, en portant des jugements de valeur, pour les maçons du XVIIIe siècle, pas de problème. C'est nous qui portons un jugement en disant « oh là là, ils sont complètement… » Mais pour le maçon de l'époque, ça passe. Hein. Il faut voir là encore, il y a tout un travail de contextualisation. Hein, un trinitaire, ils sont habitués à se balancer des seaux de sang dans le coin de la figure. Bon, voilà. Hein, nous, on va dire shocking, qu'est-ce que c'est hein. Je montrais jeudi le sceau du chapitre général, du grand chapitre général du rite français, avec le signe magique tiré texto de Cornelius Agrippa, les signes magico-religieux. Donc vous dites à un frère du rite français qui est plutôt, en tout cas dans l'obédience à laquelle j'appartiens, le géo, assez structuré, rationnel, etc. Tu dis, enfin, mais t'as vu là-bas le signe magico, Cornelius Agrippa? Mais si, il y est. Donc on prend le pentacule à Salomon, tableau de l'aigle noir, signe magique, la balance de l'Alcaès, un truc complètement délirant. Coupé, croppé, collé. Alors après, qu'est-ce que ça vient faire là? Pourquoi? Comment? Bon, c'est un autre débat. Encore quelqu'un? Une question, un commentaire? Alors, merci beaucoup de votre attention. Ne vous en allez pas parce que maintenant, on aura les conclusions de la troisième conférence. Et puis après, on aura un petit toast au foyer. Alors, restez ici, s'il vous plaît. Merci. As we conclude, I want to especially thank the translators. I can't think of a more difficult conference to translate for. The book.
I'm not going to apologize for how arcane and sometimes difficult Freemasonry can be to translate, but they've done a very splendid job. And I also want to thank the staff of the French National Library. As usual, they have been more than helpful, and we're very grateful to them for their hospitality. Professor Andrew Prescott tells me that he will ready his talk. Some of you have been asking me. It will be published, as we hope we will publish many of you here today. And I urge you to get to it when you get home and see that we get your manuscripts. We hope that you will keep us in mind, that we will see you in Washington, or certainly here in Paris in 2 years' time when we gather again. It's been our tradition to publish as much as we can, and we are certainly committed to that. Now turn the program over, and in doing this, behind the scenes, there has been one person who has been really responsible for us all being here, and that is Daniel Gutierrez. I don't know if he's retained his enthusiasm, but he seems to be in good cheer. At this time, I'd like very, very much to turn things over to Guillermo as president here, and to say what he wishes. Thank you, Paul. Thank you, everybody. I just want to echo thank you to all the people who were mentioned, but also the audience. Thank you very much for being here this year, and also to those who have been here 3 times, 2 times, 1 time. Thank you very much for being part of this discussion. I wanted to, at the end of every conference of this kind, I would like to reflect a little bit on the things I learned about the conference and things I would like to explore more in the future. And at this conference, I learned that it is important to study the origins, but not be married to one particular foundational narrative about the origins. And also, tradition is important, but not to remain with the same tradition without respecting other liberties and equity and equality. In addition, I also learned that it's very important to learn more about those different rites, symbols, Masonic architecture, and rescue those topics and discussions to compare, talk about them from a transnational perspective, thinking about Freemasonry as an international and transnational organization, and we have discussed here in the different topics. Also, the issue of Freemasonries. When we as scholars talk about one monolithic Freemasonry, we are not servicing this organization in multiple forms and multiple presentations that we have dedicated our lives either as members of the craft or scholars. Personally, I have been studying Freemasonry since 1993 under the supervision of Paul Rich. And in 1994, I went to the House of the Temple to do research about correspondence between the Mexican Grand Lodges and the U.S. Grand Lodges. And thank you to Brent Morris, who opened the doors for me, and John Cooper in San Francisco. So for me, it's an institution, and
a conglomerate of institutions that have served my research since I was an undergrad. So I think these forums such as this, are important for, as we started before in different spaces, but also here at the Bibliothèque Nationale, between those who love Freemasonry because they are part of these different grand lodges and lodges, but also from some of us who are professors, independent scholars, who study Freemasonry, as well as other Masons who study Freemasonry, but also for the audience. We want the audience in general to know the real, I guess I don't want to use the word real, who want to learn about historiographic, fact-based, and analytical discussion about what are the different representations and discourses and facts about Freemasonries. That's just what I wanted to do. And I wanted to say, and now I would like to ask Dr. Brent Morris if he can say a few remarks, because we invited him to talk about, to summarize. Thank you, Brent. The microphone. I have prepared a series of closing remarks because I didn't know how long the last speaker would run or my predecessors. So I have a one-word summary. Wow. I have a two-word summary. Good stuff. And in case there's even more time, I have a three-word summary. This is really good stuff. And I've come to the conclusion that everyone here in attendance is an amateur, because an amateur is a lover. That's the root word, and we are all lovers of the subject. We come to the subject with different background and training. We come to the subject from different perspectives, and that gives us, I think, a greater depth and understanding. Andrew Prescott began very famously the session by saying not to look at origins, and then we proceeded to ignore him. We looked at origins of all kinds of Masonic things. But I think this reflects the different views of the different types of historians we have gathered. Those that come to the history of Freemasonry from Freemasonry itself tend to be particularly concerned about how many eyelashes are on the butterfly. They get the butterfly, they examine the detail, and they count the number of eyelashes on the left side and the right side. The lovers that come from a more professional historical perspective are interested in the ecology of the field where the butterfly lives. What plants does the butterfly eat? What animals eat the butterfly? What is the life cycle of the butterfly? And yet we are all lovers of butterflies. And so that's what brings us together. And I think it is a tremendous value having the perspective of the speakers that can count the number of eyelashes on the butterfly to side by side with the speakers that know the entire ecology of the field. We've covered great stuff. Even though Andrew told us not to look at origins, we looked at the origins of the vault, we looked at the secret master, the royal arch. These are fundamentally the first high degree. Well, the first high degree is the Master Mason degree. This becomes the second act of the play, and I don't know how many acts there are. I think there are 57 acts so far in the play. It's a pretty long-running play, pretty successful. We learned about Knights, the Order of the Temple, particularly about Knights Kadosh. I did not realize the depth of material that we had on that. We learned about the Prince of the Tropics, the Pacificateur. I just butchered the word, I apologize, Americain. But we learned about knighthood and chivalry. We learned about the Tabernacle degrees, Demolay, the Scottish Rite, high degrees iconography, the rite of adoption. I learned about things that I wasn't even really sure that were out there. We sadly were reminded that Freemasonry is a human institution and humans are frail. We learned the frailty of Masonic discrimination still exists. And we ended with a discussion of Italy and these magnificent icons. I am a little numb from everything I've seen.
I'm going to go home and rest, have a glass of champagne. That's always a good thing to do in France when you're tired. Have a glass of champagne. In fact, even if you're in the United States, that's a good thing to do if you're tired. In fact, in general, just have a glass of champagne. And I look forward to being back in 2 years. Thank you very much. Yeah. I think Pierre is receiving the Grand Commander, so I'm going to turn it over to you. Merci, thank you. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, Monsieur le Président, Monsieur Brett Morris, Monsieur le Professeur, je représente ici le grand maître du Grand Orient de France qui est malheureusement absent aujourd'hui et qui m'a chargé de vous transmettre tous ses compliments pour cette merveilleuse organisation que nous avons partagée avec le musée donc, de la franc-maçonnerie française de la rue Cadet. Je salue la présence donc, de Roger Daché, président de l'Institut maçonnique de France, de Philippe Guilhelmy, très parfait, grand vénérable du grand chapitre général de rite français du Grand Orient de France, et tous les dignitaires présents qui ont participé donc à ces 3 journées auxquelles malheureusement je n'ai pas pu assister. Donc j'ai été extrêmement intéressé par le programme et les échos que j'en ai eus, puisque tous les soirs je me suis tenu informé de ce qui se passait. Et comme le disait notre frère Brett Morris tout à l'heure, la franc-maçonnerie est quelque chose d'absolument merveilleux. Absolument merveilleux. Et les émerveillements, nous les partageons tous. Et je vais vous faire part d'un émerveillement que j'ai eu avec notre frère Pierre Mollier. Il se trouve que nous étions à New York donc au début du mois de mai, et que le 3 mai, nous sommes allés à Greensville sur la tombe d'Augustin Prévost. Et j'avoue que j'ai eu un grand moment d'émotion. J'ai rapporté de la maison d'Augustin Prévost 2 choses. Une jonquille, et il se trouve que la jonquille est également une fleur de mon pays, dans les Vosges, et je l'ai gardée très précieusement. Et également donc une ardoise triangulaire donc, de cette tombe-là. Alors c'est un moment extrêmement émouvant parce que depuis plusieurs années, nous sommes à la recherche, et comme le disait notre frère Brent Morris tout à l'heure, de nos origines. Nous sommes toujours à la recherche de nos origines, parce que nous ne pouvons savoir où nous allons que si nous savons d'où nous venons. Et cette rencontre avec Augustin Prévost, elle a été accompagnée au cours du mois de mai par le réveil que nous avons fait de la loge d'Étienne Morin à Port-au-Prince, puisque nous avons réinstallé dans notre juridiction la parfaite harmonie donc d'Étienne Morin. Et nous avons fait ça au mois de mai. C'était un moment d'émotion extrêmement intense. Je tiens à vous remercier infiniment de la collaboration que nous avons instaurée les uns et les autres, mais toutes obédiences confondues, toutes juridictions confondues, parce que je partage ce que disait tout à l'heure le professeur Dominique Jardin. Le fait obédientiel, le fait juridictionnel est un phénomène humain, un phénomène international, un phénomène intercontinental, et je crois qu'il nous revient à tous de partager ce que nous avons en commun. Je vous remercie infiniment. Alors j'avais des cadeaux à vous donner, mais je vous les donnerai tout à l'heure parce que le frère Pierre Mollier ne me les a pas apportés. Et donc je vous les donnerai au cours du cocktail. Merci. So on behalf of the sponsoring institutions, I now declare the World Conference closed until 2 years from now, and I invite you to join the Grand Commander of the Scottish Rite in a toast in the foyer. And also, thank you to Pierre Molière for all his support. Of course, let's give him a round of applause to Pierre Molière. Join us for the toast with the Grand Commander, Jacques Sorufeu. Oh, s'il vous plaît. S'il y en a parmi vous qui souhaitent regarder un petit peu le manuscrit de la GLNF apporté par Marc-Henri Cassagne, sorti de la bibliothèque de la GLNF, il est visible sur cette table, donc avant ou après le fait de boire un verre. C'est un document exceptionnel.